Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Nous allons donc commencer l'intervention de Jacques Lambert, qui est PEGC Lettres Histoire aujourd'hui à la retraite et président de l'association et de la revue Terre Ardennaise, qui tient stand notamment à la Maison de la Culture, et vous pourrez trouver également d'autres stands liés à l'histoire en sortant par cette porte après la conférence. Donc il va nous parler de l'exode des Ardennais. Monsieur Lambert est spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et il a publié de nombreux ouvrages et articles, en particulier sur la Seconde Guerre mondiale dans les Ardennes. Je lui laisse la parole, merci à vous. Merci. Bonjour les courageuses et les courageux. Voilà, c'est super. J'avais pensé qu'il y aurait 3 personnes, là on est presque le double. Non, on n'est plus du double, merci. Voilà. Donc effectivement, j'ai commencé par travailler beaucoup sur la guerre de 1939-45, en particulier sous la direction de mon ami Gérard Juliano, un livre maintenant épuisé qui s'appelait Les Ardennais dans la tourmente, pour lequel nous avons rencontré plus de 200 à 250 personnes. Ce livre-là était sorti en 1990 et puis il y a quelques années, 3 ou 4 ans, j'ai dirigé ce livre qui est encore en vente, qui s'appelle Il y a 70 ans dans les Ardennes et qui est un livre complet sur la guerre par rapport aux Ardennes et aussi à l'évacuation. J'ai écrit également plusieurs livres sur maintenant la Première Guerre, et en particulier, j'étais très content hier d'écouter la conférence de Philippe Nivet, qui était venu à Charleville pour animer un colloque dans lequel je participais. Moi, et son collègue allemand, parce que je travaille beaucoup sur comment la guerre s'est passée des deux côtés. Voilà. Et en particulier, nous avons plusieurs livres sur cette période. J'ai écrit un livre l'année 1914 à Charleville, Mézières et Euskirchen. Euskirchen, c'est mon ami Reinhold Weiss qui a fait ça. Charleville étant devenu en 1914 Berlin-sur-Meuse, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais Guillaume II est venu habiter à Charleville pendant 18 à 20 mois. Donc c'est important. Et nous avons écrit aussi un livre franco-allemand qui montre ce que justement hier nos conférenciers disaient. Ce livre raconte l'occupation des Ardennes par les Allemands de 1914 à 1918 et après l'occupation de la Rhénanie par les Français de 1918 à 1929. Et c'est un livre bilingue. Voilà. Mais là aujourd'hui, je vais vous parler de la grande affaire des Ardennais. Je suis né en 1947. Des deux côtés de ma famille, on a fait l'exode. Et je dois vous dire que quand j'étais petit, quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, quand j'allais chez mes grands-parents maternels ou chez mes grands-parents paternels, à la fin du repas, il y avait toujours quelqu'un qui disait « quand on a évacué ». Parce que dans les Ardennes, on ne parle pas de l'exode, on a évacué. Et alors, c'était parti, et on en avait pour... Donc voilà, ça a bercé un peu mon enfance. Voilà, alors les Ardennes, voici une carte des Ardennes. À partir de 1934, on a, comme les Allemands étaient déjà passés dans les Ardennes en 1815, sont passés encore en 1870, sont passés en 1914. Il faut que vous sachiez que le seul département à avoir été occupé pendant 52 mois, c'est le département des Ardennes. En 1940, on avait la peur de cela. Mais ça n'était pas uniquement lié aux Ardennes. Dans l'ensemble de tout le nord de la France, on a commencé à envisager des départements de repli, au cas où les Allemands arrivent. Alors, voilà 3 zones. Les Ardennes avaient été divisées en 3 zones. La première zone qui était ici, avec la Belgique, dans le cas où les Allemands auraient pu, parce qu'à l'époque on disait aurait pu, pas passer, hein? Donc ça c'était la première zone de combat, ici. Ensuite, une zone où on pensait que les Allemands n'iraient pas du tout. Et puis, la première zone de repli des Ardennais, on avait pensé que la préfecture à Mézières irait jusqu'à Rethel. Et puis, c'était tout. Il faut vous dire que quand les Allemands sont rentrés le 10 mai 40, le 13 mai, la préfecture, elle était déjà en Vendée. Donc, on a fait un peu plus vite que prévu. Parce que je vais vous citer... Alors, mais encore une fois, il faut bien envisager
que les gens ne pensaient pas qu'il y aurait l'exode. Et c'était d'abord les chefs militaires qui disaient ça. Je vous dis, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais 2 citations seulement. Le chef d'état-major de l'armée, le général Gamelin, écrit en 1936 à Daladier, le ministre de la guerre, « L'expérience des guerres montre que la région des Ardennes n'a jamais été favorable aux grandes opérations. L'artillerie et l'aviation n'y peuvent, en raison des régions boisées qui la couvrent, jouer que difficilement leur rôle. » Bravo Gamelin. Et cette autre citation, je vous dirai son auteur après, prolongeant la ligne Maginot, elle s'arrête dans les Ardennes, hein, elle s'arrête au fort de Ville et de la Ferté. Quelqu'un a dit, à partir de Montmédy, il y a les forêts des Ardennes. Elles sont impénétrables si l'on y fait des aménagements spéciaux. Par conséquent, nous considérons cela comme une zone de destruction. Naturellement, les lisières du côté de l'ennemi seraient protégées, on y installerait des blocos. Comme ce front n'aurait pas de profondeur, l'ennemi ne pourrait s'y engager. S'il s'y engage, on le repincera à la sortie, donc ce secteur n'est pas dangereux, signé Pétain, général Pétain. Vous imaginez que ces pronostics militaires avec des chefs de cette envergure, ça va aller très vite. Bien. Donc, voilà le département des Ardennes. On a eu une première peur d'invasion en septembre 1939, après les accords de Munich, et les premiers réfugiés des Ardennes ont été les normaliennes de l'école normale de Charleville, dont voilà une photo, qui ont été transportés à Luçon, et les garçons de l'école normale d'instituteurs de Charleville, eux, ont été envoyés à Parthenay, dès septembre 1939. Et puis après, c'est la drôle de guerre. Je dis cela quand même parce que ce qui est important, c'est que quand il y aura la vraie évacuation en mai 40, eh bien, les premières personnes qui accueilleront les réfugiés ardennais, ce sera les normaliennes à Luçon, et ce sera aussi les normaliens à Parthenay. Donc voici une belle photo avec, malheureusement maintenant, plus personne ou presque ne vit de cette photo, ne vit sur cette photo, et c'est un pan de l'histoire ardennaise qui est parti. Alors, comme on a pensé quand même, parce que vous savez, c'est bien beau, mais tout le monde ne croyait pas ce que disaient les militaires, les mamans, les grands-mères ont commencé à préparer des sacs pour l'évacuation, des sacs pour l'exode. Et voilà, ça c'est un sac tout à fait traditionnel, il existe encore, il est gardé soigneusement par la famille de Bonny-sur-Meuse. C'est un sac qui a été cousu en 1939, vous voyez l'âge, et quand on a fait notre second livre, la dame, elle a ressorti le sac de son placard, elle l'a remis exactement à la place où il était, dans le couloir, sauf que le couloir s'était transformé au niveau du plancher. Donc on prépare ça, on prépare aussi des étiquettes pour les enfants, et ça aussi, donc c'est la même famille, Anne-Marie Cagnard, le 16 août 1934, Bro, Ardennes. Parce que la grande inquiétude des Ardennais, c'est sur des mamans, hein, les hommes étaient partis au front, il restait des grands-mères, des grands-pères, donc des gens d'un certain âge, et puis des mamans, c'était de penser que les enfants allaient être perdus. Et ils ont eu raison. Parce qu'il y a eu, j'ai écrit un article qui est dans la revue, je ne l'ai pas amené ici, qui s'appelle justement « Les enfants de l'Exode ». Parce que des enfants, au cours de changements dans les gares, au cours de bombardements, eh bien tout d'un coup, ont disparu, hein, et ne se... Voilà, donc les mamans avaient pensé qu'il était important. Donc voici une étiquette aussi, quelque chose d'un peu émouvant. Alors, partir. Ah, le préfet, parce que partir des Ardennes, 197 communes sur 503 devaient être touchées par l'exode. Mais comme c'était les communes du nord des Ardennes, les communes les plus importantes, cela représentait 150 000 personnes, 52% de la population, 14 000 chevaux, 82 000 bovins, 18 000 porcs. Il y avait quand même quelqu'un d'intéressant qui était
le maire de Sedan qui avait dit, quand on discutait de ça, comment on va évacuer ce monde-là, il dit, vous oubliez quand même un paramètre. Les militaires ont dit, quel paramètre? Et le préfet, ben, vous oubliez que il va d'abord y avoir des Belges. Parce que si les Allemands arrivent chez nous, devant, ils vont pousser entre 80 et 100 000 Belges. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et alors, le préfet avait répondu, l'armée interviendra et refoulera les suspects. Invraisemblable. Invraisemblable. Alors, on dit aussi, le plan, c'était extraordinaire, c'est vraiment un plan très précis. Hein. Un exemple, Revin, une cité des Ardennes, il y avait 1324 personnes invalides qui ne pouvaient pas marcher, c'est incroyable. On ne pouvait en transporter que 361. Or, quand on a pensé à faire ça, il y avait 34 conducteurs prévus, sauf qu'on avait oublié qu'ils étaient à l'armée, il n'y en avait plus que 2 sur place. Donc ça a été une bagarre extraordinaire, et le secrétaire de la préfecture, Bonneau de la Mare, il a écrit dans ses mémoires qu'on a trouvées après, il faudra que les Ardennais se débrouillent. Pour ne pas dire autre chose, mais effectivement, c'est ce qui va se passer. Alors, comment est-ce que les Ardennais vont évacuer? Eh bien, c'est mon ami Paulette Lullier, maintenant décédé, son mari mis encore, 80, là, il avait 88 ou 89 ans, avec son vélo de l'Exode. C'est son vélo, et la charrette. Les Ardennais, on avait une charrette dans les Ardennes pour aller au bois, on avait une charrette pour aller chercher l'herbe pour les lapins, on avait une charrette pour aller chercher les pommes de terre et tout. Donc voilà cette très très belle photo de Paulette devant sa maison. Et elle a toujours gardé, le matériel existe encore. On sait aussi qu'on va peut-être y avoir des bombardements. Donc on a installé des abris, donc on a préparé les vélos. Mais en même temps, on dit qu'on ne va peut-être pas s'en servir parce que voici un abri. Et la petite fille qui a son bébé, c'est justement Anne-Marie Cagnard, la petite fille, c'est sa maman à droite qui a cousu l'étiquette au cas où il faudrait partir. Nous sommes toujours dans Abonnie-sur-Meuse. Et alors, il y a cette question. Alors, moi, je la trouve assez symptomatique de ça. Nous, quand on part en vacances, on se dit qu'est-ce qu'on va prendre. Mais là, tout d'un coup, on dit aux gens, si vous partez, vous devez préparer vos valises. Et ils se disent, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre dans les valises? Qu'est-ce qu'on va sauver? Et alors voilà, ça c'est un exemple. C'est une famille, ils avaient gagné à la fête foraine, ça se faisait beaucoup, certainement au tir à la carabine ou à la loterie, ils avaient gagné un lot de tasses, dont le kitsch, bien entendu, ne vous échappera pas, mais qui était la vaisselle du dimanche. Alors, c'est une dame qui a retrouvé ça, hein, c'est sa famille, lorsque sa mère est partie, elle a emballé toutes les tasses dans du papier journal, elle a mis les tasses dans la valise, ils sont allés en Vendée, et puis après, ils sont revenus avec les tasses, et ces tasses ont servi, et là, elle les a données au musée Guérépé de Novion-Porcien. Une autre question qui va vous paraître étonnante, c'est si on évacue, est-ce qu'on doit fermer ou pas la maison? Parce que si on ferme la maison, peut-être qu'on va vouloir la casser, casser la porte, donc peut-être qu'il vaut mieux la laisser ouverte, comme ça il rentre, au moins la porte ne sera pas abîmée. Et on a un témoignage d'un monsieur qui est mort aussi maintenant. C'est des témoignages qui ont été récoltés il y a 20 ans. Il se souvient qu'il est monté dans la voiture avec son père, avec sa mère, il était avec son frère, la voiture était pleine, et au moment de partir, sa mère a dit à son mari, « Attends, je crois que je n'ai pas fermé la porte. » Elle est ressortie pour aller fermer la porte. Ça, ce sont des éléments qui sont là. Pour les enfants, ce sont eux maintenant qui sont les témoins encore, enfin, les enfants qui avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans, hein, il y a une petite fille qui, un peu comme, j'aurais pu en parler tout à l'heure, quand Anne-Marie Cagnard était sur la photo, il y a une petite fille qui a fait les 400 coups parce qu'elle voulait absolument prendre sa poupée. Et la maman a dit non. Alors il y a un petit garçon aussi, lui, il avait eu, ses parents venaient lui acheter une bicyclette. Donc lui, il voulait partir en vélo. Et ses parents ont dit non, tu ne peux pas partir en vélo, tu montes avec nous en voiture. Et donc, ils ont enterré le vélo dans le jardin,
Et lui, c'est pareil, c'est quelque chose d'invraisemblable, hein, un bon vélo tout neuf, le mettre dans la terre, bon, je ne sais pas, il l'a récupéré, mais il avait peut-être déjà rouillé. Alors, le 10 mai 1940, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le bruit des avions, ce sont les bombardements, et c'est le début de l'exode. Début de l'exode qui avait déjà été précédé par celui, comme en 1914, de l'arrivée des Belges. Alors cette photo qui a été prise, je dis ça au moins pour Céline, qui sait que c'était pris à Sauce-Montlin, alors cette photo, elle est emblématique de l'exode. Et alors, je l'ai eue par deux personnes différentes, dont la difficulté, pour vous montrer la difficulté parfois quand on est, entre guillemets, historien, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, ça c'est quand on a évacué notre village, et quelqu'un m'a dit, là, c'est quand des Belges sont arrivés, et donc il y a aussi beaucoup de Belges sur la photo. On s'en moque, on ne sait pas s'il y a des Belges ou pas, mais n'empêche. Parce que cette photo-là, elle est totalement emblématique de ce qu'a été l'exode. Si vous y regardez bien, là, vous allez avoir un soldat. Et vous allez me dire, qu'est-ce que les soldats faisaient le 10 mai 1940 dans les Ardennes? Eh bien, le jour du 10 mai 1940, c'était la communion dans les Ardennes. Jour de communion. Et il y a eu beaucoup de pères de famille qui avaient eu une permission pour venir assister à la communion du gamin ou de la gamine. Ce qui fait qu'ils vont être pris au piège par l'avancée l'arrivée des Allemands. Et moi j'ai un oncle, c'était parce qu'il venait au baptême de sa seconde fille, donc il n'a pas pu rejoindre son régiment, il n'a pas déserté, il a été pris dans le flot des... Premièrement. Deuxièmement, vous avez déjà, là ici, à gauche, des personnes âgées dont vous voyez là l'état de fatigue, avant de commencer l'exode. Vous avez aussi, très souvent, alors surtout quand je suis dans les arènes, je dis qu'il faudrait faire un monument à la brouette ardennaise. Voilà, une brouette. Un monument à la brouette ardennaise parce que dans tous les récits, et en particulier dans le livre, il y a 70 ans dans les Ardennes, c'est une bagarre pour avoir des brouettes. On se la fait voler. Dès qu'il y a un bombardement, on se cache, on ressort, il n'y a plus de brouette, donc il faut en repiquer à quelqu'un d'autre. Il y a une dame qui raconte, c'est extraordinaire, elle a utilisé 5 brouettes différentes, quoi. Elle en a volé 3, on lui en a volé 2, enfin, parce que monter, porter des affaires 40 ou 50 kilos sur le dos, c'est pas possible. Hein. Et j'ai un vieil ami aussi, qui a 90 ans, le peintre Simon Cocu, il se souvient bien qu'il l'a vu, ses voisins, la maman était impotente, elle faisait 80 à 100 kilos, il l'avait installé sur la brouette et ils allaient en Vendée avec la brouette. Hein. Et puis à la première côte, ils ont dit, c'est pas possible, donc ils ont laissé la grande. Autre chose aussi, les sacs à dos, entre guillemets, faits dans la toile à matelas, et puis une brouette pleine, là, une brouette vide, une brouette pleine, des landaux qui sont là. Autre élément aussi, quand on voit cette photo, regardez, cette dame, elle a un masque à gaz. Voilà. Dans les Ardennes, à partir de déjà le mois d'avril, on avait fait des exercices de masque à gaz pour les enfants dans les écoles. Ça les avait un peu traumatisés par moment. Donc voilà, ça c'est une photo. Moi aussi une, je vous montrerai tout à l'heure. Ça c'est le départ. Et je vous montrerai tout à l'heure une autre pièce emblématique. Alors voilà des photos. Alors je dois vous dire que quand on a commencé ce livre-là avec mon copain, on était un peu embêtés parce qu'on n'avait que une ou deux ou trois photos. Les gens, ils ne s'arrêtaient pas. Hein. Premièrement, ils n'avaient pas d'appareil photo. Et puis deuxièmement, pendant l'exode, vous ne vous arrêtez pas pour dire, tiens, mets-toi là, je vais faire une belle photo. Et on était un peu désespérés, mais en même temps résignés. Et un jour, mon ami Gérard Juliano m'appelle et me dit, Jacques, sur la couverture du journal L'Histoire, il y a une photo d'une réfugiée ardennaise. Je vais acheter tout ça, moi j'étais pas abonné, je vais acheter, je feuillette, j'appelle Gérard et je lui dis, mais tu te rends pas compte, il y en a une deuxième dans le journal. Fabuleux.
ils appartiennent au PDIC, à Paris, aux Invalides. Je ne travaillais pas, donc je dis, j'appelle. Et j'appelle au PDIC à Paris, et je dis, voilà, nous avons vu 2 photos de Thérèse Bonnet, nous voudrions les acheter. Et alors là, la réponse qui m'a stupéfié tout le temps, la dame me dit, lesquelles voulez-vous? Il y en a plus de 30. Alors là, je n'ai jamais eu d'autre réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait une photographe américaine qui s'appelait Thérèse Bonnet, elle avait 47 ans, et elle était venue dans les Ardennes, dans le nord des Ardennes à Givet, pour faire un reportage sur les infirmières américaines. Et elle était là le 10 mai 40, et donc elle va suivre les Ardennais et les photographier, et elle a fait donc une série de portraits extrêmement fabuleux. Et je dois vous dire que quand nous avons publié ces photos, eh bien il y a des gens qui se sont reconnus, je vais vous montrer, 50 ans après, qui nous ont appelés en pleurant, en disant mais c'est nous, on ne savait même plus qu'on avait été pris en photo. Donc en voici une, avec, là aussi, nous sommes en plein mois de mai, il fait très chaud, mais regardez, on a habillé ce garçon ou cette petite fille avec le passe-montagne. Dans les Ardennes, on n'est jamais trop prudent. Hein. Les femmes ont mis leur beau manteau avec les fourrures, les cols de fourrure en peau de lapin, je vais vous en montrer encore. Et puis alors aussi, on a pris les choses les plus précieuses qu'on a mises dans les valises, ou bien, voilà. Alors il y a une dame qui m'a dit, mon père avait une voiture, et il y a quelqu'un qui s'est arrêté, ils ont été dans un embouteillage, quelqu'un a frappé à la vitre, il a baissé là, et la dame lui a dit, est-ce que vous pouvez prendre mon argent? Elle dit, je ne vous connais pas madame, je vais prendre votre argent. J'ai peur parce que nous on est avec des chevaux, donc elle lui a donné l'argent. Si j'ai bien compris, ça devait représenter une somme de 10 à 15 000 euros. Elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Hein? Et lui, il a dit, mais comment je vais vous retrouver? Oh ben, vous me retrouverez bien, voilà mon adresse. Quand il est arrivé en Vendée et dans les Deux-Sèvres, ou je ne sais plus lequel des deux, il est allé voir les gendarmes en disant, voilà, prenez cet argent-là, moi je ne sais pas quoi en faire, et les gendarmes ont dit, non, ce n'est pas notre problème. Il a gardé l'argent, 2 ans ou 3 ans après, il a retrouvé les gens, ou peut-être 1 an, je ne me souviens plus, il a rendu l'argent, et on lui a donné 2 poules pour le remercier. Alors voilà cette photo, qui est la photo de notre couverture de livre, là aussi emblématique. Nous sommes à Givet, donc c'est une charrette, la dame elle n'a pas oublié de prendre une bouteille de bière ou de limonade, elle a mis son beau manteau, son beau chapeau, son col à fourrure, c'est sa petite fille qui vit encore, et qui avait, quand on a publié la photo, elle a découvert ça, il y en a un qui faisait la gueule, il n'avait qu'à pas la faire ce jour-là, peut-être il était fatigué, c'était le petit garçon ici, qui s'était caché, et il a toujours regretté qu'on n'ait pas vu son visage sur la photo. Voilà comment. Alors, sur cette photo, on ne le voit pas bien, mais on le voit ici, les femmes, elles sont parties avec leurs pantoufles, avec leurs savates. Il n'est pas question de partir en escarpin, elles savaient qu'elles allaient marcher longtemps, hein, donc ça aurait abîmé les pieds, donc elles sont parties avec les Charentaises, plutôt les Ardennaises, parce qu'on faisait des Ardennaises des Charentes. Voilà. Autre photo, donc toujours des photos de Madame Bonnet, photos tout à fait superbes. Alors, on voit, est-ce qu'il y a un homme? Il n'y en a pas. Des grands-mères, hein, je pense toujours à mon grand-père qui avait à l'époque 52 ou 53 ans, c'était quand même des gens considérés comme des vieilles personnes, hein, qui travaillaient à l'usine depuis l'âge de 15 ans, 40 ans de métier, et lui il avait les enfants, il avait 2 fils, un gendre, tous les 3 prisonniers. Déjà dès le début quasiment de la guerre, donc c'est lui qui se débrouillait avec mes cousins. Voilà, donc là, très belle photo. Ici, hein, bon, alors vous voyez, 2 choses. Là, ici, c'est ce vieil homme déjà, comme tout à l'heure, fatigué, hein, et puis cette jeune fille qui rit. Hein, et puis les enfants. Pour les enfants, ben, l'exode, ça a été un espèce de grand jeu. Pour certains, hein, attention, hein, je n'ai pas dit. Mais voilà, ils se sont, d'une certaine manière, c'était un divertissement.
entre guillemets. Alors les paysans, eux, ont été avec leurs chevaux. Et on va tourner, mardi, là, je participe à un tournage de film sur l'Exode et l'invasion des Ardennes, et surtout sur un sujet fort intéressant, qui est le fait qu'on ait déporté des Juifs de Paris pour venir travailler dans les fermes des Ardennes, dans le cas de la Baule, Juifs étrangers qui avaient été largement invités par l'Union israélite des Juifs de France, comme ça elle se débarrassait de Juifs étrangers, de Paris à venir travailler dans les Ardennes. Donc on va tourner mardi, enfin c'est quelque chose qui devrait passer à la télévision à la fin de l'année, ou au début de l'autre, sur FR3, et on m'a demandé de reparler de ça, et on interviewe 2 personnes de mon village, j'habite un petit village, qui ont fait avec l'Exode, avec leurs chevaux. Avec la particularité dans le village que j'habite, c'est que les villageois sont partis ensemble. Ils se sont débrouillés pour partir ensemble et tenir la route. Alors pour les paysans, j'ai pris cette photo parce que la vieille dame elle est assise, le monsieur il est encore là. Pour les paysans, l'Exode, c'est aussi une question terrible pour eux. Qu'est-ce qu'on fait des bêtes? Qu'est-ce qu'on fait des bêtes? Partir, alors on va les lâcher. Les chevaux, on peut les lâcher, mais les vaches, qui est-ce qui va les traire demain? Qui est-ce qui va les traire après-demain? Un ouvrier d'usine, il quitte sa machine, il s'en fout. Enfin, je ne sais pas qu'il s'en foutait, mais vous voyez, il a. Tandis que là, pour les paysans, il y a cette notion-là. C'est pour ça que les paysans, ils vont aller lentement, ils ne vont pas aller vite. Hein, et parce qu'ils ont toujours l'envie de revenir, et le plus tôt possible. Une photo aussi, là, avec, alors là, ici, les fameux paniers en osier, là, les 3 charrettes, landau, pas de bébé dedans forcément, et on a vu les petites charrettes tout à l'heure, et les vélos. Panique lorsque cette fois-ci les Allemands arrivent vraiment, hein, et là vous voyez les vélos, la charrette, nous sommes à Mouzon, c'est la basilique de Mouzon qui est derrière, et je vous montrerai tout à l'heure une photo de Mouzon lorsque les avions sont passés après. Un vélo de l'Exode, avec qui alors, était conservé par les gens que je vais vous montrer. C'était le vélo de Madame Singerie, malheureusement décédée depuis, et son mari vient de mourir aussi. C'est une photo qui a quelques années. Et pour eux, comme pour mes grands-parents, comme pour les grands-parents, les personnes des Ardennes, donc ils avaient gardé le vélo. Et lui, Monsieur Singerie, il avait pu, lui, alors, de manière assez exceptionnelle, faire l'Exode en voiture. Voilà. Et il m'a fait un très beau cadeau que je vous montre, et je vais vous parler de l'Exode en voiture après. Il m'a donné, en voici une photo, voilà. Ça, c'était les phares qu'on mettait pour les voitures, pour éviter, donc vous voyez la couleur noire, pour éviter qu'on ne voit la lumière la nuit. Voilà. Et il m'a donné ça, et c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai, qui est derrière moi, dans mon bureau. Alors les voitures. Voilà une très belle photo de voiture. Alors, il faut y réfléchir. Les femmes à l'époque n'avaient pas le permis de conduire. La plupart d'entre elles, c'était leurs hommes qui conduisaient. Alors j'aime autant vous dire, mesdames, et ne pensez pas que ce que je vais vous dire c'est du sexisme, mais jamais les femmes n'ont obtenu leur permis de conduire aussi vite. 2 jours de formation, 1 jour d'examen, et ça roule bonhomme. J'ai un ami qui dit, oh, qui vit encore, on est gardien, oh, maman, elle a appris à conduire, et quand elle est passée l'examen, c'était son oncle qui passait les vitesses. Donc, sans partir, sans aucune, vous imaginez un petit peu, alors là, c'était la conduite accompagnée, hein, alors, de manière assez extraordinaire. D'ailleurs, il y en a une dame, elle s'est tapée la première barrière tout de suite, hein, parce qu'elle n'avait pas bien. Voilà. Et alors, ces femmes qui, véritablement, ne savaient pas bien conduire, il faut reconnaître qu'elles n'allaient pas vite sur les routes. Hein. Alors, il y a 2 anecdotes que je raconte qui est assez extraordinaire. Il y en a une dame qui avait eu son permis, et sa belle-sœur l'avait eu déjà bien avant. Hein. Donc sa belle-sœur lui a dit, tu me suis avec ta voiture, il n'y a aucun problème. Et cette dame, elle avait une crainte, c'était de tomber en panne. Parce qu'elle dit, je ne sais pas réparer. Et sa belle-sœur lui avait dit, ne te fais pas de soucis, j'ai une corde pour te tirer. Donc ils ont traversé toute la France, elle avec cette inquiétude, mais en même temps, l'idée qu'il y avait une corde. Et quand elle est arrivée,
Elle a fait pousser un grand soupir et elle a dit à sa belle-sœur, « Ah !» Puis en plus, on avait une corde. Et la belle-sœur a dit, « J'avais pas de corde du tout. » Autre anecdote, vraie, à Bonny-sur-Meuse, il y avait une dame, il paraît qu'elle était extrêmement forte, costaud et tout, et elle avait sa mère impotente avec elle. Donc elle avait eu bien du mal à monter, et tout d'un coup, elle rencontre une voisine de la rue, un peu plus fortunée, qui avait une voiture, mais comme elle ne savait pas conduire, elle avait mis la voiture un peu dans le fossé. Voilà. Alors elle s'amène, elle lui dit, qu'est-ce que tu... L'autre lui demande, peux-tu m'aider? Donc, elle rameute du monde, et ils prennent la voiture, et ils commencent à la remettre. Et puis tout d'un coup, elle s'arrête, et elle lui dit, mais si je remets la voiture sur la route, est-ce que tu prends maman avec toi? Et l'autre lui dit, non, j'ai pas de place. Alors ils ont pris la voiture et ils l'ont retirée dans le fossé. Solidarité. Voilà. Alors, on a mis les matelas dessus, en protection, pour certaines. Hein. Voilà une photo, en voilà une autre, et photo d'Exode du 13 juin 40, ils vont remonter, ce sont des Belges, ils vont remonter parce que ça y est, ils sont rattrapés par les Allemands, et vous avez vu, tout le monde a mis ses beaux habits, y compris la cravate, pour rouler. On ne fait pas l'Exode n'importe comment. Alors, on a aussi des départs en camion, on monte des gens en camion, voici là, à Givet. Il y a des gens qui ont, alors c'était pas tout à fait les mêmes que maintenant, parce que sinon on n'aurait pas pu, ont déménagé dans des camions de benne, ordures, c'est simple. Et voici la le deuxième tableau emblématique. Vous avez ici, c'est un monsieur, alors on m'a donné le tableau, parce que maintenant, on m'a dit, voilà, je vais le donner aussi au musée Guerre et Paix. C'est un monsieur qui a fait l'Exode, et qui, dès qu'il est arrivé en Vendée, il est allé chercher, ici c'était peintre du dimanche, un petit morceau de caisse d'emballage, et il a peint l'Exode à Poitéron, c'est-à-dire un endroit extraordinaire. Alors ce monsieur-là, il était dans ce camion-là. Il vendait de la limonade, c'est un fabricant de limonade, et donc ils sont partis avec la camionnette de l'entreprise de Charleville, et ils avaient, sa fille qui maintenant est décédée, m'avait raconté ça, ils avaient uniquement pour partir sur la route des caisses de bananes et des caisses de limonade. Ils avaient réussi à trouver des bananes et des limonades. Et ils sont partis sur la route. Or le problème, c'est que c'était une camionnette qui faisait que des petites livraisons, mais elle perdait de l'eau en permanence. Ce qui fait qu'ils s'arrêtaient toutes les 5 km dans les fermes pour remettre de l'eau. Et à chaque fois que les chauffeurs s'arrêtaient dans les fermes, on leur disait « buvez-vous un coup d'eau de vie ». Et les mecs, le soir, alors là, j'aime autant vous dire, on aurait fait l'alcotest, ils étaient à 10 grammes 40. Voilà. Donc, une camionnette. Nous avons ici un cycliste, elle a une brouette, une charrette, des landaux, des voitures, des animaux, voilà. Des spahis, parce que ce sont, alors dans les Ardennes, on pourrait en parler beaucoup, il y a les spahis à la Horne qui ont été tout à fait remarquables, et puis un avion, un Stuka, il y a tout. Alors j'en profite tout de suite pour vous dire une chose. Dans les Ardennes, il y a une légende qui court, et ma voisine, enfin sa sœur vit encore, elle va être avec moi dans le film qu'on va tourner mardi, sa voisine me le disait toujours, elle disait, comme beaucoup d'Ardennais, on a été bombardé par les Italiens. Et ça, c'est totalement faux. Alors, les Italiens n'ont bombardé des réfugiés ardennais que lorsque les Italiens ont déclaré la guerre, après le 10 juin 40, je crois, et là, ces Ardennais ont été peut-être bombardés par des Italiens, mais dans le centre de la France. Par contre, dans les Ardennes, il n'y a jamais eu d'avion italien. Alors, quand on en discutait avec les gens, et je vous dire que des conférences, il fallait sortir pratiquement sous la protection de la police, parce que les mecs disaient, mais alors là, ce truc terrible. Un jour, une fois, je décassais ce bouquin avec justement mon ami Gérard Juliano, et la dame, bon, elle prend le livre, elle le regarde, elle le repose, elle prend le livre, elle le regarde, je lui dis, vous l'achetez ou pas, enfin, ça fait rien. Et tout d'un coup, la dame me dit, ah! En plus, Gérard, il s'appelait Gérard Juliano, vous voyez que c'est un descendant direct de Mussolini, hein, et elle me dit, ah, monsieur, vous n'avez pas vécu ça. Effectivement. Et il y a un monsieur à côté,
était en train d'acheter notre livre, il dit, vous savez madame, il y a des gens qui n'ont pas connu Louis XIV, ils écrivent quand même sur lui. Fabuleux. Donc, ils disent ça. Alors, les gens, on leur dit, mais comment? Pourquoi vous dites c'est les Italiens? Alors ils disent, ah, on a vu les cocardes. Mon ami Gérard disait, montrez-moi une seule photo d'avion italien qui ait une cocarde pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y en a pas. 2. Voilà. Ah bon? 2. Autre élément. Les avions à l'époque n'avaient pas assez de carburant pour venir d'Italie, dans les Ardennes, et repartir. 3. Peut-être qu'ils les ont vus en train de manger de la pasta chouette dans la carlingue, j'en sais rien. La réalité, c'est qu'à l'époque, dans les Ardennes, il y avait un racisme anti-italien énorme. Les Ritales. J'ai un ami qui m'a dit que quand il est arrivé en 1939 dans un petit village, le matin, des copains de l'école où il allait venir sont venus le voir et lui ont dit, si tu parles avec les Ritales à la récréation, on te casse la gueule. Voilà. Donc c'est pour ça que dans les Ardennes, ce mythe des avions italiens, par contre non, il y a eu des Stuka, et ces Stuka avec leurs sirènes. Autre moyen de déménagement, mais là c'est pas, camion de pompiers. Alors par contre, c'est pas une photo forcément des Ardennes, on ne pense pas, mais c'est quand même dire un petit peu tous les moyens de locomotion. Le train. Alors les gens sont partis en train, ce monsieur-là aussi, il est mort 2 mois, il ne savait pas 2 mois avant qu'on publie la photo dans le livre. Ce sont, on l'a dit ce matin, hier, pardon, ce sont aussi des camions, des trains, pardon, des wagons à bestiaux. Hein. La SNCF avait dit qu'on pourrait déménager, bien entendu, avec les trains, mais il leur manquait 50 000 wagons. Donc on a monté, voilà, des trains, je me dépêche. Lorsqu'on est sur la route, on couche dans les fermes, on couche dans les granges. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on a bu quand même. Hein. Voilà. Voilà. On couche dans des abris de fortune. On est parfois hébergé dans des endroits, c'est la Croix-Rouge, chez les scouts, etc., qui vous donnent à manger et à boire. En voici une photo. Et puis ces fameux bombardements dont j'ai dit tout à l'heure, quand les gens, ce n'est pas forcément une photo d'Ardennais, mais doivent se cacher lorsque les avions arrivent. Et là, il faut reconnaître aussi que les avions allemands ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire, c'est-à-dire mitrailler les civils. Voilà encore. Alors cette dame-là, elle vit encore, très jolie, très belle dame. Alors c'est une anecdote aussi. Quand on a publié pour la première fois ce livre-là, je ne savais pas qu'elle vivait encore. Son fils vit encore maintenant là. Et j'avais marqué que la dame, voilà. Donc on avait marqué qu'on avait pris cette photo. Quand on a réédité le livre 2 ans après, parce qu'il était vite épuisé, j'ai mis « Est-ce qu'elle vit encore ?» Et alors quand son fils ou quelqu'un lui a ramené la 2e version, elle a dit « Mais quand même, il doit bien savoir que je vis encore. » Que tu connais. Je ne l'ai jamais rencontré. Voilà, cette vieille dame-là aussi, mais là, sont mortes depuis longtemps. Quelques photos avant de parler de l'arrivée. Photos dramatiques, petit garçon, petite fille, avec des grands-pères. Là, ceux-là, ils sont avant de commencer à marcher. Donc vous pensez qu'ils ne sont pas allés très loin. Le télégramme quand on arrive. Alors, très rapidement, je déborderai de 5 minutes, hein, je suis désolé, on va commencer avec 5 minutes de retard. En ce qui concerne l'arrivée, hein, quand vous avez des... Je vous dis, on a lu, rencontré 200, 250 personnes, etc. Il y a plein de cas de figure. Il y a des gens qui ont été mal logés, il y a des gens qui ont été bien logés. Mais moi, je dis souvent aux Ardennais, vous imaginez que si, en 1940, tout d'un coup, il serait arrivé 75 000 personnes, parce qu'il y en a eu 75 000 en Vendée, 75 000 dans les Deux-Sèvres, où est-ce que vous les auriez logés? Dans les petites maisons. Voilà. Par contre, effectivement, il y en a qui ont été assez mal logés. Voilà, il y en a qui sont logés ici dans une usine. Là, c'est une petite ferme de pêcheurs au Sable de d'Olonne. Et ça, c'est là où ont habité mes grands-parents. Ils étaient au château. C'était assez extraordinaire. Grands-parents maternels, parce que grands-parents maternels, et il avait été renvoyé de l'usine parce qu'il avait des sympathies communistes
que des sympathies. Hein. Donc il était banni de l'usine à Nouzonville après 1936, on a fait payer durement aux gens, ceux qui avaient voulu changer un peu le monde, et alors après, imaginez-vous qu'il se retrouvait habiter un château, hein, enfin les dépendances du château, mais ça c'était extraordinaire pour lui. Alors ça va être la rencontre de deux mondes, ça va être la rencontre de deux civilisations, la civilisation des Ardennes, la civilisation déjà déchristianisée, en grande partie, hein, avec des enterrements civils, des gens qui étaient plus à gauche. On avait eu 5 députés du Front populaire quand même, hein, en 1936. Et puis une civilisation qui est tout à fait encore rurale. Hein. Les Ardennais étaient étonnés parce que chez nous il y avait de l'eau courante, parce que chez nous il n'y avait pas la terre battue, etc. Et tout d'un coup on se retrouve. Et sur cette photo où on voit mon grand-père maternel avec ma grand-mère et les deux dames ici qui sont des Deux-Sèvres, eh bien on le voit, ma grand-mère elle a un habit, on dit elle est à purette. À purette, c'est-à-dire elle a les bras nus. Et puis regardez, elle n'a pas de bas. Elle a ses pantoufles. Regardez les autres dames. Pas question de voir, c'est quasiment la burqa vendéenne ou des Deux-Sèvres. Hein. Et là on le voit cette chose. Hein, et ça va transparaître dans d'autres domaines. Alors, d'autres domaines, mon grand-père, César, qui était un fameux jardinier, et j'essaye de faire pareil, un petit marron un peu moins bon que ça, ils vont dire, mais c'est pas possible, ces gens-là, ils ont une terre formidable, le climat, c'est doux, etc. Et, tout. Et alors, certains vont dire, ah oui, c'est pour ça qu'ils sont si mous. Ils ont le climat trop doux. Tandis que nous, dans les Ardennes, on voit bien, on est obligé de vivre à la dure, etc. Il y a eu ce regard les uns sur les autres. Ce regard aussi, ils ne se comprenaient pas toujours, ils parlaient patois. Hein. Alors, les Vendéens, quand il pleuvait, ils disaient « il pleut ». Et les Ardennes, ils disaient « il mousine ». Ils avaient la flotte sur la figure de la même manière, mais ils ne se comprenaient pas, d'une certaine manière. Ça, c'est une petite anecdote. Mais par contre, pour l'Église, ça va être important. Je connais une famille, quand le père ou le grand-père est mort, ils n'ont pas, dans le village où ils étaient, le corps n'a pas pu rentrer par l'entrée officielle du cimetière parce qu'il n'était pas passé par l'église. Ils ont fait rentrer le cercueil au-dessus de la clôture. Et quand le corps a circulé dans le village, tous les hommes ont gardé leur casquette pour ne pas le saluer. Ça, la politique, encore des royalistes, encore des gens plus à droite que dans les Ardennes. Donc ça va être vraiment un choc civilisationnel intéressant à voir lorsque on examine le problème de tous les réfugiés, et je pense à maintenant aussi. Alors les Ardennais vont se mettre à leur donner des coups de main, c'est une photo familiale, à faire travailler un peu dans les champs. Ils sont arrivés en mai, les Vendéens, les Deux-Sévriens étaient partis, voilà. Le vin, ça va aussi surprendre les Ardennais, parce que nous, on n'avait plus de vin depuis 1890, et alors, ils vont participer aux vendanges, avec toujours cette même chose. Hein. Les Ardennais disaient, oh, les Vendéens, les Deux-Sévriens, ils boivent comme des trous. Et les autres disaient, oh, les Ardennais, alors, ils picolent sans arrêt. Donc, moi, je suis d'accord, ils buvaient tous ensemble, ça c'est sûr. Alors, en particulier, ils ont été surpris, parce qu'il y avait un vin extrêmement dangereux, qui s'appelait le Noah, et qui est un vin qui a été interdit par le Front populaire en 1936, parce que c'est un vin qui contenait beaucoup d'éther et qui rendait les gens fous. Et les Ardennais ont été étonnés de voir beaucoup d'enfants, entre guillemets, débiles ou estropiés, etc. C'était à cause de cette consommation-là de vin Noah, mais qui avait la particularité de pousser très bien et qui n'était pas et qui avait de grands rendements. Il va y avoir, alors les jeunes par contre, les jeunes vont plus ou moins se rencontrer, et en particulier avec le football. Donc voilà, ils ont vu, alors il y a eu des matchs réfugiés contre Vendéens et Deux-Sévriens, après il y a eu des équipes mixtes, après il y a eu tout ça, et je dois dire qu'on est très fiers, puisque l'équipe de l'école normale de garçons de Charleville, quand elle est allée appartenait, il y avait parmi elles de très très grands joueurs, dont 3 qui auraient certainement pu devenir professionnels, qui ont été intégrés par l'équipe de football de l'école normale de Parthenay, et ils sont devenus champions de France. Alors, en passant, voilà, donc ça c'était assez extraordinaire, et il y a eu une fête fabuleuse pour fêter ce titre de champion de France qui était là. Et petite anecdote aussi rigolée,
pour rigoler, pour rire un peu, parce que comme ils n'avaient pas eu assez d'argent pour financer le voyage, ils se sont débrouillés pour faire une tombola, et la tombola, celui qui gagnait le premier prix, c'était le ballon du match. Voilà. Or, celui qui a gagné le premier prix à la tombola officiellement à la mairie, c'était le tenancier du bordel de Parthenay. Donc le maire était bien embêté pour lui rendre le ballon du match, parce que c'était quand même pas un monsieur recommandable. Donc il y a ça, il y a les balles, et il y a eu un certain nombre de mariages entre des Vendéens, des Vendéennes, etc. Dans notre équipe à Terre-Ardonnaise, il y a deux qui sont, dont les mamans étaient vendéennes. Moi-même, il y a une grande-tante qui est restée, et donc j'ai encore de la famille à Parthenay. On ne se voit plus, mais, et ça explique d'ailleurs que, encore dans les Ardennes, tous les ans, il y a des gens, il y a des échanges entre la Vendée et les Deux-Sèvres. On y va, on y vient. Il y a eu énorme, il y a quelque chose qui s'est passé. La guerre a eu un tout petit peu d'avantage. Alors, après les Ardennais, je termine là-dessus, les Ardennais veulent rentrer. Alors pourquoi ils veulent rentrer? Alors qu'on leur dit, attention, tout est détruit. Ils veulent rentrer, c'est comme mon grand-père, son voisin n'arrête pas de lui dire, tu sais, ta maison, il y a plein de pillards, elle est détruite. Alors, il veut rentrer pour voir un petit peu comment. Et bien souvent, lorsqu'il rentre, voilà ce qu'il trouve dans la zone de bombardement. Voilà ce qu'il trouve aussi, nous sommes à Tinmoutier. Regardez tous les meubles qui sont sortis dehors. Parce que lorsque les Ardennais vont rentrer, ils vont avoir une difficulté. Ils ne vont pas retrouver forcément leurs meubles. Alors, ils vont boire, par exemple, le café chez la voisine. Ils disent, ah ben tiens, c'est ma tasse à café. Ah oui. Elle ne l'a pas volé forcément. Ce sont les soldats allemands qui ont bougé les choses. Et les premiers pillards, ça a été les soldats français. Ma voisine, avec qui on va travailler encore mardi, elle raconte qu'ils avaient cuit des poulets, ils ont commencé à partir, et puis le père a dit, mais on a oublié les poulets. Elle est rentrée, et là, elle avait déjà les soldats français de 10 mai 40 qui mangeaient les poulets, qui avaient remonté les bouteilles de la cave. Et un autre ami, son père s'en va, il était inscrit, son père s'en va, et puis il a oublié ses papiers. Il rentre à l'école, et il y avait plein de soldats français qui étaient en train de fouiller partout et tout, et lui il ne dit rien, il va simplement chercher ses papiers, et un soldat lui dit, tu ne prends que ça, alors qu'il était chez lui. Donc ça aussi. Alors, les Italiens qui ont bombardé et les Belges qui ont volé, ça, ce sont deux mythes qui ont la vie dure. Voilà, maintenant, nous sommes ici à Mouzon. Regardez Mouzon, bombardé. Tout à l'heure, c'est là les gens qui s'en allaient. Des villages entiers. Et puis pour terminer cette photo, voilà, nous sommes en 1948-49, ben, déjà les petits-enfants qui recommencent à jouer à la guerre. Pour eux, cette guerre, elle avait été, d'une certaine manière, une récréation. J'aurais pu vous montrer les petits-enfants. Ils ont découvert la mer pour la première fois. Des photos de gamins qui se baignent, c'était quelque chose d'extraordinaire. Des choses tout à fait différentes de chez eux, mais c'était des petits-enfants. Par contre, pour les Ardennes, pour des grandes personnes et des vieilles personnes, ça avait été quelque chose de très dur. Et je vais terminer en citant cette phrase superbe. Moi, je pense que il y a de quoi écrire 200 livres et tout, et films par ça. C'était une vieille femme qui a dit à son petit-fils, cette très, moi, formule que j'aime beaucoup, j'ai évacué en 1870. Elle était née en 66. J'ai évacué en 1914. J'évacue en 1940. Les gens vont dire, on ne voit qu'elle sur les routes. Je vous remercie.